ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de carnet de lecture. Si vous êtes bien installés, je vous propose qu'on démarre maintenant. On est dimanche 26 juin après-midi, donc là on était un peu tranquille. C'est vrai qu'avec la reprise du travail là ce week-end, on avait besoin de décompresser un peu, de pas faire grand chose, donc on n'avait pas grand chose de prévu, ça tombait bien. Donc voilà. D'ailleurs, on était parti pour faire une après-midi binge-watch total de la dernière saison de Stranger Things. Mais bon, on va se calmer un peu. On va aller se promener avec notre bébé qui est réveillé et bien en forme. Donc on va le sortir un petit peu. Ah, d'ailleurs, vous devez l'entendre, il est juste à côté sur son tapis d'éveil. Donc voilà, mais en attendant et avant tout ça, je voulais quand même en profiter pour venir vous parler un petit peu donc de mes lectures, puisque pendant ces 2 semaines de pause de carnet de lecture, j'ai quand même lu un peu. Je ne reviendrai pas sur les lectures que j'avais en cours dans le dernier carnet de lecture, à savoir Ce que les étoiles doivent à la nuit de Anne Galion et Anne d'Avonlea de Lucie Maud Montgomery. Si vous êtes intéressé pour connaître mon avis final sur ces 2 livres, je vous encourage à aller voir mon compte Instagram, j'ai posté les avis, donc comme ça vous les aurez dans leur intégralité. Mais voilà, ce sont des lectures que j'ai bien aimées, mais j'avais pas grand chose de plus à vous en dire par rapport à ce que je vous ai déjà dit, donc on va pas revenir dessus. En revanche, j'ai lu 2 autres livres que j'ai beaucoup aimés pendant cette période et je voulais absolument vous en reparler. D'ailleurs, il y en a un des 2 qui est un coup de cœur, vraiment un très 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 bon coup de cœur. Donc je vais vous en reparler tout de suite. Le premier roman dont je voulais vous parler, c'est Alabama 1963, écrit par Ludovic Manchette et Christian Niemiec. C'est un roman donc écrit à 4 mains, et c'est d'ailleurs très impressionnant. C'est un roman que j'ai beaucoup apprécié. En fait, j'ai énormément entendu d'avis positifs sur ce roman. Je pense que vous l'avez vu passer sur la blogosphère, sur les réseaux, sur tout ce que vous voulez. Alabama 1963, c'est un roman dont on a entendu que du bien pendant un an et demi, je sais pas depuis quand il est sorti, mais enfin bon, moi j'en entends que du bien. Voilà, j'ai lu des avis dithyrambiques sur le sujet. Et franchement, j'étais curieuse de le lire pour me faire mon propre avis sur ce livre-là. Donc, de quoi ça parle? Alors, malheureusement, je peux pas vous le montrer, je vous le mettrai en petite vignette parce que je l'ai rendu à la médiathèque, je l'avais emprunté à la médiathèque, donc je l'ai déjà rendu, j'étais en retard d'ailleurs. Donc voilà, mais je vous mettrai la petite vignette. Alabama 1963, ça parle de quoi? En fait, c'est l'histoire de Adela. Adela, c'est une jeune trentenaire noire qui vit avec ses 3 enfants et son beau-frère en Alabama, hein, comme le nom du roman l'indique, en 1963. Elle est femme de ménage, on découvre un peu son quotidien, elle a plusieurs patronnes blanches qui sont toutes un peu bizarres même presque, un peu particulières je dirais, mais voilà. C'était l'époque qui voulait ça aussi, hein, je pense. Et elle rencontre Bud. Bud, c'est un détective privé qui est un peu bourru, un peu bougon, qui est qui est clairement alcoolique. Et on sent qu'il a des grosses fêlures, enfin il a un passé très très compliqué quoi. On le sent et en fait elle va le rencontrer, ce détective, qui pour le coup n'est pas black, hein, c'est un détective blanc. Elle va le rencontrer parce qu'elle va être embauchée pour nettoyer son bureau qui est dans un état lamentable. Et ça va tomber en plein dans une enquête de police. En fait, ce sont des petites filles noires qui disparaissent et qui sont retrouvées assassinées quelques semaines après. Il y en a 3 ou 4 dans le roman, je crois, qui disparaissent et qui sont retrouvées mortes. Et en fait, ça commence parce que le papa de la première victime demande à Bud de se charger de l'enquête, puisque la police, clairement, ils s'en fichent un peu du fait que ce soit des fillettes noires. En gros, bon, c'est pas trop leur priorité, quoi. Donc voilà un peu pour le pitch de départ. C'est un roman qui se lit avec une facilité déconcertante. Franchement, c'est impressionnant. On entre dans le quotidien d'Adela sans même s'en rendre compte. On tourne les pages, mais alors vraiment avec une facilité incroyable. Et on y va, et on est plongé dans l'histoire. On se retrouve avec elle à faire le ménage à droite à gauche, chez des patronnes toutes complètement bizarres,
tout aussi bizarres les unes que les autres. Enfin, on découvre tout ça, on découvre l'enquête de Bud et on se plonge corps et âme dans cette histoire. C'est incroyable parce qu'on n'a même pas l'impression que cette histoire elle est écrite à quatre mains. On s'en rend pas compte en fait. Moi je m'en suis pas rendu compte, j'ai pas vu qu'il y avait une différence de rythme, une différence d'écriture ou quoi que ce soit. Pour moi c'était toujours la même personne qui écrivait. Donc ça c'est vraiment incroyable. C'est assez bien fait parce que c'est une enquête. Certes, c'est une enquête policière. Hein. Ne pensez pas que c'est un roman uniquement sur la ségrégation raciale. C'est une enquête policière, puisque effectivement, il y a des fillettes qui disparaissent, des fillettes qui sont retrouvées mortes. Donc, vraiment, on est sur une enquête, entre guillemets, ce qui est de plus banal, avec la recherche d'un coupable et l'arrêt du coupable. Donc, vraiment, on est sur une enquête. Mais ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'on est sur un roman quand même qui parle de la ségrégation raciale. En fait, il y a certains passages où j'avais l'impression de me retrouver dans La couleur des sentiments. Je sais pas si vous l'avez lu ce roman, mais il est exceptionnel. Et des fois, j'avais vraiment l'impression de me retrouver dans ce roman-là. Parce que la ségrégation raciale est décrite avec des détails impressionnants. Et on a vraiment l'impression d'être plongé dans un roman sur la ségrégation raciale. Parce que, bah voilà, on a aussi le point de vue d'Adela, on vit un peu ce qu'elle vit, on s'attache à elle, on s'attache à ses enfants et en fait on est dégoûté quand on voit comment les blancs peuvent se comporter avec elle, avec sa famille, avec ses amis et voilà et du coup c'est vraiment très très sympathique, franchement c'est une belle lecture, moi j'ai beaucoup aimé. Ça ne sera pour moi pas un coup de cœur en revanche parce que il y a une raison très très simple à ça. En fait j'ai été un peu perturbée on va dire, ouais, c'était à peu près à la moitié, un peu plus de la moitié, je pense, aux trois quarts du roman. On a en fait, on nous révèle l'identité du tueur. Mais comme ça, quoi, ça arrive comme un cheveu sur la soupe. C'est arrivé avec une rapidité hyper incroyable. Et on comprend pas ce qui se passe. Bim, on nous balance l'identité du tueur sans fioriture, hein. On y va comme ça, pouf. Et j'ai trouvé que c'était trop rapide. J'ai pas compris. Parce qu'en fait, les trois premiers. Ouais, la première moitié du roman, c'est vraiment basé sur. On découvre le quotidien d'Adela, on découvre le quotidien de Bud. On prend le temps de poser l'histoire, on prend le temps de détailler le caractère des personnages, on prend le temps de décrire un peu leurs conditions de vie. Et d'un coup d'un seul, bim, on se retrouve avec l'identité du tueur qui est amené comme ça sur un plateau d'argent. Et moi j'ai pas compris. Enfin vraiment. Ça m'a un peu perturbée. Alors, ça n'enlève rien au fait que ce roman est vraiment très très bon. J'ai adoré. J'ai vraiment, je pense que je l'ai lu en 2 jours. Enfin, je l'ai dégommé ce livre vraiment parce que c'est très très bien. Mais je m'attendais pas à ça du côté de l'enquête. Donc ça m'a un peu perturbée et je pense que c'est vraiment pour ça que ce sera pas un coup de cœur. En attendant, si vous voulez lire un roman sur la ségrégation raciale, je vous recommande vraiment de le lire. Bon, je vous recommande aussi de lire La couleur des sentiments, vous l'aurez compris, mais je vous recommande vraiment de le lire parce que il est hyper intéressant de ce point de vue-là. L'enquête pour moi est peut-être un peu moins intéressante, mais ouais, le descriptif de toute cette ambiance particulière pesante des États-Unis des années 1960, là, c'est parfait. Donc voilà, après. Si vous n'êtes pas trop fan des thrillers, je pense que vous pouvez quand même le lire parce que pour moi c'est quand même plus la ségrégation raciale qui est intéressante dans ce roman que l'enquête en elle-même. Mais bon voilà, ça reste quand même un thriller donc je peux pas trop vous dire. En fait ça dépend de votre sensibilité et de ce que vous êtes capable de supporter si vous n'êtes pas trop fan des romans policiers. Voilà. Allez, je sais pas trop ce que vous allez faire de ça, mais bon. Mais bon voilà, donc ça c'était mon avis sur Alabama 1963 que j'ai beaucoup apprécié. Le deuxième roman dont je voulais vous parler, c'est un véritable coup de cœur pour moi. Donc j'étais très très impatiente de venir vous en parler ici. Il s'agit du petit garçon qui voulait être Mary Poppins de Alejandro Palomas. C'est un roman que vous avez sûrement dû voir passer sur les réseaux. Il est sorti en 2019, moi je suis un peu passée à côté, hein, vraiment. Je l'ai acheté l'année dernière sur Vinted de mémoire. Et c'était pas ce roman-là en particulier que je voulais, c'était un autre roman. Mais du coup, je m'étais dit, tiens, on va profiter du fait de payer les frais de port pour prendre un autre roman. Et donc, j'avais pris celui-ci, qui me tentait bien. En plus, il n'était pas très gros, donc ça m'allait bien.
Donc là, je l'ai aux éditions Cherche Midi, mais je pense qu'il a dû sortir en poche depuis le temps, mais je ne sais pas. Le petit garçon qui voulait être Mary Poppins, ça parle de quoi? Eh bien écoutez, dans ce roman, on fait la connaissance de Guy. Guy, c'est un petit garçon de 9 ans qui s'appelle en réalité Guillermo, mais du coup tout le monde l'appelle Guy. C'est un petit garçon espagnol, vous l'aurez compris. C'est un petit garçon très enjoué, très joyeux, qui est très sensible, peut-être même un petit peu trop selon les dictats de la société, puisque voilà, ça perturbe un petit peu les gens de voir un petit garçon aussi sensible. Et c'est un petit garçon à qui on va poser la question un jour en classe de savoir qu'est-ce qu'il veut être quand il sera plus grand. Et Guillermo va répondre qu'il veut être Mary Poppins. Et là, ça va mettre la puce à l'oreille de son institutrice Sonia, qui va se dire « Ouh là là, mais comment ça, tu veux être Mary Poppins ?» Et en fait, elle va se dire « Mais ce petit garçon ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire, c'est compliqué. » Et donc, elle va demander un entretien avec son papa, Manuel. Donc son papa, c'est un homme un peu bourru, un peu bougon, qui est un peu renfermé sur lui-même, et qui élève tout seul Guillermo depuis que sa femme Amanda est partie travailler à Dubaï. Donc voilà. Et donc l'entretien va pas forcément très bien se passer, enfin en tout cas pas très bien selon le point de vue de Manuel et selon le point de vue de Sonia également, mais Sonia va quand même demander à Manuel d'emmener Guillermo chez la psychologue scolaire qui s'appelle Maria. Et donc Guillermo va être suivi par Maria tout au long du roman. Donc c'est un roman qui se passe sur quelques semaines, hein, ça se passe pas, enfin c'est pas quelque chose qui se passe sur des années et des années. Ça se passe sur quelques semaines et en fait c'est un roman choral et on alterne les points de vue à tous les chapitres. Alejandro Palomas, il arrive à faire un truc qui est assez dingue dans ce roman, il arrive à se mettre à la place des différents personnages et à les rendre particulièrement émouvants et particulièrement attachant. Voilà, je cherchais le mot. Il arrive à se mettre à la place de Guillermo, donc vraiment on a l'impression d'entendre parler un enfant de 9 ans. C'est dingue, hein, vraiment, mais c'est hyper bien fait. On a vraiment l'impression d'être en face d'un garçon de 9 ans et on suit un peu ses pensées, sa façon de faire, sa façon de voir les choses et c'est assez scotchant. Et à côté de ça, il arrive très très bien aussi à se mettre dans la peau d'un papa qui est solo, qui est un peu renfermé, voilà. Il se met également très très bien dans la peau d'une psychologue scolaire, enfin bon, bref, c'est très bien fait. Et, et je pense que le fait que ce soit un roman choral, ça apporte énormément à l'histoire et ça apporte énormément à ce roman. C'est un roman qui est extrêmement tendre, qui est extrêmement émouvant, qui est puissant, qui est profond. Et je ne peux que vous conseiller de le lire avec un paquet de mouchoirs à côté de vous parce que oui, vous allez pleurer, franchement. Mais alors vu comme ça donne pas franchement envie, mais je vous assure, vous allez pleurer, mais c'est tellement beau ce roman, c'est tellement beau. Vous allez avoir envie en fait de rester avec ces personnages. Moi j'avais pas envie de les quitter, je me disais ah mais non, mais laissez-moi avec Guillermo, laissez-moi avec Manuel, ne me laissez pas comme ça, enfin c'est court, ça se lit très très vite, moi je l'ai lu en 2 jours, je suis rentrée dans l'histoire très facilement, j'avais vraiment pas envie de partir, j'avais pas envie de quitter l'Espagne, j'avais pas envie de quitter ces personnages, et, et voilà, et je sais plus quoi vous dire pour vous convaincre d'y aller, pour vous convaincre de le lire, mais je vous assure, faites-moi confiance. Ce roman-là, il ne peut que vous plaire. Voilà. Donc, c'était mes 2 belles lectures. Alors, je suis contente parce que du coup, ça m'a fait découvrir des romans très sympas que j'ai beaucoup appréciés et que j'ai vraiment dévoré. Les 2, je les ai vraiment lus en 2 jours, donc c'était vraiment top. Par contre, je vous avoue que c'était des sujets qui étaient quand même assez costauds. Je suis sortie de mes lectures un peu... un peu perturbée quand même. Donc je m'étais dit que j'allais prendre une lecture assez doudou, assez calme pour... Bah dis donc, mon chéri, qu'est-ce que tu veux nous dire? Assez calme, assez doudou pour repartir sur autre chose. Bon, finalement,
on repassera pour l'histoire très calme et très sympathique. Je suis partie sur la carte postale de Anne Berest. Donc là, je vous referai un résumé un peu plus tard, mais déjà pour vous donner le contexte de l'histoire, c'est un roman sur la Deuxième Guerre mondiale et sur les camps de concentration. Voilà. Donc bon, on repasse clairement pour le sujet léger, cool, feel good, tout ça. Non, non, on n'y est pas du tout là. Mais ça n'empêche que je suis complètement embarquée dans cette histoire puisque j'en suis déjà à la moitié alors que je l'ai commencé hier. Donc bon, je vous en reparlerai un peu plus tard. Parce que j'ai pas encore eu le temps de bien me remettre de mes émotions et de tout ce que j'ai déjà découvert dans cette première partie du roman. Voilà, bon bah j'espère que vous de votre côté pendant ces 2 semaines vous avez fait des très très bonnes lectures. N'hésitez pas à me dire un peu ce que vous avez lu, vous, durant ces 2 semaines de pause de carnet de lecture. Je suis curieuse et je vais peut-être découvrir des nouvelles envies livresques, donc n'hésitez pas. Moi je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vais en profiter du coup pour aller me promener avec mon fils, enfin on va se promener tous les trois avec notre fils plutôt. Et puis je vous laisse regarder la suite de cette vidéo et je vous dis à plus tard. On est jeudi soir, je vous reprends seulement maintenant, la semaine a filé à toute allure. Ça a été un peu chaotique, je n'ai pas franchement eu de temps pour moi cette semaine, hein, donc ça a été un peu compliqué. Il est 21h passé, je suis entrée il y a tout juste 1 heure du travail. Autant vous dire que je suis sur les rotules. Mais bon bref, ce n'est pas pour ça que je viens vous parler. Je viens vous parler parce que j'ai reçu un petit colis et je voulais faire un unboxing avec vous. Je ne vous parlerai pas de ma lecture en cours puisque je n'ai absolument pas avancé. Voilà, donc comme ça c'est clair. Le colis en revanche, il est là. Tadam. Vous l'avez vu, c'est un colis Vinted, hein, bien sûr. J'ai du coup craqué pour 2 romans. Dernièrement, 2 romans que j'ai vu passer, notamment sur la chaîne de Laura, Les mots des autres. Et Laura m'a beaucoup inspirée pour ces 2 livres. Donc voilà, je vais les découvrir en même temps que vous. Donc j'ai préouvert un tout petit peu et j'ai pris un couteau pour ouvrir le reste là. Oh. Je sais pas si c'était une bonne idée mon histoire là. C'est pas du tout une bonne idée, je reviens. Je reprends. J'ai donc pris une paire de ciseaux, un tout petit, mais bon. Ça sera sûrement plus pratique que l'histoire des couteaux. Oh la vache, c'est dangereux les unboxings. Voilà. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne sais pas. Donc. Oh, trop bien. J'ai donc pris à la reconquête de l'Ouest, de Audrey Francex, que j'ai, comme je vous le disais, vu passer sur la chaîne de Laura. Ça me faisait très très envie ce roman. Donc pour vous en dire un petit peu plus, je vais carrément vous lire la 4e de couverture. Je pense que ce sera plus parlant parce que je ne serai pas capable de vous faire un résumé. Les épreuves de la vie ont érodé le couple de Manu et Gwen, mariés depuis 16 ans et parents de 2 ados. Lui brûle toujours d'amour, mais elle a perdu tout désir pour lui. Déterminé à la reconquérir, il entraîne avec les enfants en Bretagne à la rencontre d'une belle famille dont il ne sait rien. Mais si Gwen a coupé les plombs avec les siens, ce n'est pas sans raison. Lorsque Manu découvre le
clan des Kermarek et que débarque l'ex-petite amie de Gwen. L'histoire se transforme en vrai rodéo. Comment Manu va-t-il sauver leur mariage du naufrage? C'est donc aux éditions L'Archipel et c'est la collection Instant Suspendu. Laura d'ailleurs est partenaire je vais pas y arriver, de la maison d'édition L'Archipel et notamment de la collection Instant Suspendu. Et à chaque fois qu'elle présente un roman de cette collection-là, je me dis ah ouais, franchement, c'est pas mal. Et ça me fait vraiment beaucoup de... Enfin, ça me tente énormément cette collection. C'était le premier que je vais lire de cette collection, donc je suis très curieuse. Voilà, donc à la reconquête de l'Ouest. Le deuxième, du coup, je l'ai mis par terre. Le deuxième est là. C'était également complètement influencé par Laura. Où naissent les héroïnes de Claire Vigarello. Voilà. Elle en a pas mal parlé et elle en a bien parlé. Enfin, franchement, moi, ça me donnait vraiment envie. Donc voilà, j'aime bien la couverture en plus. Je la trouve assez originale et tout. Puis elle est... Enfin là, vous verrez peut-être pas, mais elle est un peu en surbrillance là, c'est assez sympa. Quoique vous le verrez peut-être un peu là, ça brille. Mais bon. Donc pour vous dire... Enfin, pour vous en dire un peu plus sur l'histoire... Comment faire quand on est d'une timidité maladive, en surpoids, qu'on a un mari en fin de droit aux acédiques et des ennuis au boulot? Transformer sa vie morose en un roman flamboyant, malicieux et follement tendre, réjouissant de bout en bout, ce premier roman de Claire Vigarello est une irrésistible invitation à réveiller l'héroïne qui est en vous. Voilà. Donc ça me tente vraiment bien aussi. Je suis hyper contente parce que franchement, globalement, ils sont en bon état. Alors peut-être que Où naissent les héroïnes est en meilleur état que la reconquête de l'Ouest, mais bon, franchement ils sont vraiment pas mal, ils sont en bon état, donc je suis très contente. Voilà donc ce que je voulais vous dire ce soir. Je ne vais pas m'éterniser parce qu'en fait je suis en train de regarder un peu la luminosité et mon dieu, mais c'est en train de vous faire une vidéo avec du grain là, j'ai l'impression. Donc je vais vraiment pas m'éterniser. Et je viendrai vous reparler plutôt en journée quand il fera plus jour, voilà, que ce sera plus intéressant et plus sympa. Et surtout quand j'aurai quelque chose d'autre à vous dire, parce que là pour l'instant en fait à part ce petit unboxing, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. Donc voilà. Allez, sur ce, je vous dis à plus tard. Hello, je vous reprends, on est vendredi soir. Autant vous dire que j'ai bien cru que cette semaine ne se terminerait jamais. Il est plus de 20 heures passées, notre fils est couché. Et là, je n'ai qu'une hâte, c'est de retrouver mon chéri et d'aller prendre l'apéro. C'est pour vous dire à quel point la semaine a été compliquée, hein, parce que là, l'apéro, on l'attend et je pense qu'on l'a bien mérité. Donc voilà, je vais donc essayer de faire assez court, assez concis et aller profiter de ma soirée. Je voulais absolument vous prendre en vidéo ce soir. Pourquoi? Parce que je voulais vous parler de ma lecture en cours qui est La carte postale de Anne Berest. Livre que je veux lire depuis une éternité et donc que je suis très très contente d'avoir trouvé à la médiathèque. Puisque, aïe, j'ai enfin pu me plonger dans cette histoire ô combien passionnante. La carte postale, c'est l'histoire de la famille de Anne Berest. Voilà. En janvier 2003, la famille de Anne Berest, l'autrice, reçoit une carte postale qui représente l'Opéra Garnier. Et au dos de cette carte postale, il y a 4 noms. 4 noms, et ce sont ces noms-là, ce sont Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et ce sont les noms des parents de Myriam, la grand-mère de Anne Berest. Et Noémie et Jacques, ce sont le frère et la sœur de Myriam, du coup. Ces 4 personnes ont été déportées dans les camps de concentration pendant la Seconde Guerre mondiale et n'en sont pas revenues. Donc voilà, tout ça pourquoi? Bien sûr parce qu'ils étaient juifs. Donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Anne Berest, elle décide d'enquêter pour retrouver l'auteur de la carte postale et surtout pour connaître les raisons
pour lesquels l'auteur a envoyé cette carte comme ça, voilà. Cette enquête-là, elle va la mener 100 ans en arrière pour pouvoir retracer l'intégralité du destin de la famille Rabinovitch. La famille Rabinovitch, c'est la famille de Myriam, sa grand-mère. Et donc, on va repartir de la fuite de cette famille-là de Russie, puisqu'ils habitaient en Russie. Sa grand-mère Myriam, d'ailleurs, est née en Russie. On va les suivre à travers leur périple en Pologne, ils vont également aller en Israël, tout ça pour ensuite venir en France. Et là, on va avoir toute leur histoire qui va se dérouler avant et pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà un petit peu le contexte. Ce livre-là, il est divisé en 3 parties. La première partie, c'est vraiment la partie qui va retracer toute l'histoire de la famille Rabinovitch. Ça a fait à peu près 200-250 pages. Autant vous dire que c'est hyper intéressant. J'ai dévoré cette première partie. Franchement, je ne l'ai pas vu passer. C'est passionnant, vraiment. On suit vraiment toute leur histoire et bien sûr, on suit aussi toute leur déportation. Donc bon, ça, franchement, ça prend un peu aux tripes et c'est bien compliqué. J'ai appris énormément de choses, énormément de détails historiques dans cette partie-là que je ne connaissais pas. Et franchement, c'est très bien documenté. Enfin, on voit que l'autrice, elle a fait un travail assez incroyable au niveau des recherches documentaires. Et c'est assez fou, franchement. Donc cette première partie, elle est vraiment dingue. Ensuite, la deuxième partie, alors là, c'est un peu différent. C'est une sorte de quête, un peu comme une quête initiatique, sur la signification du mot juif dans une vie laïque. Voilà, en gros. C'est un petit peu tout le questionnement de l'auteur sur qu'est-ce que c'est être juif aujourd'hui, est-ce qu'on peut être juif et non pratiquant, voilà, ce genre de choses. Enfin, c'est beaucoup de questions en fait sur la religion juive. C'est intéressant, mais c'est beaucoup plus lent. Enfin, moi j'ai trouvé ça plus lent. Je pense honnêtement que si j'ai trouvé ça plus lent, c'est parce que moi, je n'ai pas d'attache particulière avec la religion juive. Je ne suis pas de confession juive moi-même, je ne côtoie pas de personnes qui sont de confession juive, et donc du coup, c'est une religion que je ne connais pas, et c'est vrai que je ne suis pas particulièrement sensible à toutes les religions qui peuvent exister. Je ne suis pas de confession juive ou de confession musulmane ou de confession catholique, donc c'est vrai que toutes les questions autour de la religion, ce sont des questions qui sont plutôt des questions lointaines pour moi. C'est pas quelque chose... Je comprends complètement, mais je ne suis pas particulièrement sensible à ce genre de questions. Donc du coup, c'était intéressant, c'était un petit peu plus lent, voilà, tout simplement. La troisième partie, c'est une partie qui va toucher un petit peu plus à l'histoire de Myriam, la grand-mère de Anne Berest, sur comment est-ce qu'elle va réussir à faire le deuil en fait de ses parents, de son frère et de sa sœur, comment elle va s'en sortir elle toute seule, comment elle a réussi à vivre sa vie malgré cette perte-là. Et je crois savoir qu'il y a aussi pas mal d'informations sur les prénoms, notamment de Anne Berest et de Claire, sa sœur. Pourquoi est-ce qu'on a choisi ces prénoms-là, etc. Enfin, visiblement, il y a un lien quand même avec toute l'histoire de la famille Rabinovitch. Voilà, donc moi j'en suis dans cette troisième partie. Il me reste pas grand-chose, honnêtement. Il me reste moins de 100 pages, il me reste 80 pages à peu près. Donc j'ai assez hâte de le terminer. C'est un très bon roman. C'est vraiment hyper intéressant. C'est très bien construit, c'est très bien fait, c'est assez passionnant et c'est dingue en fait de voir l'histoire de cette famille. Franchement, il leur est arrivé tellement de choses, c'est incroyable, vraiment. Donc voilà, c'est un très bon livre, moi je vous recommande vraiment cette lecture, c'est une très belle découverte. Voilà ce que j'avais à vous dire pour ce soir. J'espère pouvoir finir la carte postale dans le week-end. Là, je vais commencer en parallèle une autre lecture pour une lecture commune. Je viendrai vous en reparler un petit peu plus tard. Donc voilà, donc je pense que je vais pas le finir ce soir, mais je vais quand même essayer de le finir dans le week-end. C'est vraiment un livre que j'aime beaucoup, donc je voudrais quand même le terminer rapidement. Voilà, écoutez, sur ce, moi je vais aller prendre l'apéritif, et puis on se retrouve quand j'aurai une tête un petit peu plus reposée, n'est-ce pas? Et puis je vous souhaite une belle continuité de vidéo.
J'ai fait un petit peu le tri dans les livres que j'ai dans ma bibliothèque et donc j'ai décidé de donner ou vendre, je ne sais pas trop encore, un certain nombre de livres que je ne lirai pas ou que j'ai déjà lus mais qui ne me plaisent pas plus que ça. On a des livres en VO. Clairement, là en ce moment, j'ai absolument pas envie de me lancer dans un livre en anglais, donc celui-là, je vais m'en séparer. Celui-là, je l'ai déjà lu et j'ai pas forcément envie de le garder. Ça, je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas trop. Enfin, si, je sais de quoi ça parle, mais en fait, ça me tente pas plus que ça. Donc voilà. Celui-là, j'ai essayé plusieurs fois de le lire et je n'y arrive pas. Ça, je l'avais acheté pour une lecture commune que je n'ai jamais faite. Donc voilà. Ces deux-là, je les ai déjà lus. Enfin, celui-là, je l'ai abandonné. Celui-là, je l'ai lu en entier. Ce sont des cozy mystery et je ne suis pas très fan des cozy mystery. C'est pas mon genre de prédilection, donc je laisse de côté. Et celui-là, je l'ai lu, mais bon, j'ai pas forcément accroché, donc je vais le donner. Voilà, n'hésitez pas à me dire s'il y en a quelques-uns que vous connaissez et que vous avez bien aimé. Hein, peut-être que ça les sauvera d'un don ou d'une vente certaine. Voilà. Hello, on est samedi, juste un petit coucou pour clôturer ce carnet de lecture. J'ai pas grand chose de plus à vous raconter par rapport à hier. Je suis toujours dans la carte postale, j'ai pas fini. J'avance, hein, j'ai lu un petit peu hier soir, mais franchement j'étais fatiguée, donc je me suis pas trop éternisée. Et vous voyez, j'en suis au chapitre 17, page 406. Il m'en reste encore, allez, je dirais 60-70, donc voilà, donc c'est sûr, je vais les finir avant la fin du week-end, mais je viens clôturer ce carnet de lecture. Entre temps, j'ai quand même commencé ma lecture commune. C'est pareil, je viendrai vous en reparler dans le prochain carnet. Mais en attendant, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Moi, j'ai été ravie de vous filmer tous ces petits passages durant cette semaine. J'étais très contente de vous retrouver et de pouvoir refaire ces petits montages. Donc voilà, j'espère que c'est quelque chose de partagé et que vous êtes contents de revoir ces carnets de lecture. En attendant, je vous souhaite un très très bon week-end et puis je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!